sur ce beau sujet du vivant. Donc le vivant, cœur et inspirateur de nos modèles économiques. Voilà, donc on a 1 heure ensemble avec nos 4 intervenants et donc animés par moi pour échanger sur ce sujet. Voilà, en 3 temps, on vous propose. Un premier temps d'échange où je vais inviter nos intervenants à se présenter et à parler aussi un petit peu de leur rapport personnel à la nature et au vivant et comment ça a pu structurer leur carrière au-delà de leur poste actuel. Ensuite, on va explorer les liens en fait, entre le vivant et nos modèles économiques et essayer d'aller un petit peu au-delà des cadres de gestion et des approches un petit peu classiques comme on a avec TNFD, SBTN, mais pour essayer d'inventer un peu un nouveau langage ensemble sur ce sujet. Et enfin, on aura compris à travers ce cheminement que ce qui est essentiel, c'est évidemment d'innover pour retisser des liens avec le vivant, donc entre le vivant, nos sociétés et nos économies. Et on écoutera nos intervenants nous donner des exemples sur ce sujet. Voilà, donc je me tourne vers les intervenants. Donc, chers intervenants, voilà, que ça soit dans vos fonctions actuelles ou dans vos parcours antérieurs, vous avez finalement chacun, mais différemment, construit une carrière en lien avec le vivant. Donc, je vais vous inviter à nous en dire plus et je vais commencer peut-être par vous, Nicolas. Merci Constance, bonjour à toutes et à tous. Moi, je crois que j'ai la chance, grâce à mes parents et mes grands-parents qui m'ont emmené beaucoup en forêt quand j'étais enfant, d'avoir toujours aimé le vivant en général et l'arbre en particulier. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette connexion. C'est de plus en plus rare, en tout cas tout le monde n'a pas cette chance-là. Après, j'ai eu un parcours un peu de bon élève, de prépa, grande école et grandes entreprises qui m'ont amené plutôt dans les grandes villes, et donc à Tokyo, à Londres et à Paris, et donc de plus en plus loin en fait des arbres et du vivant. Et comment je m'y suis reconnecté et ben en fait un peu par hasard, par un parcours d'évolution et de travail sur moi que j'ai commencé au début des années 2000. Avec une ingénierie qui s'appelle le leadership éthique, dont je reparlais tout à l'heure, et qui m'a amené à prendre conscience d'une chose fondamentale. Ça a été pour moi la plus grosse prise de conscience, c'est que tout le monde, toutes les personnes de cette salle, et tout le monde, a un potentiel de création et de réalisation concrète énorme, quasiment infini, y compris dans des domaines qui ne sont pas les nôtres. Donc moi, je n'avais pas étudié la nature, j'avais étudié le commerce, mais en prenant conscience à la fois un peu des effets délétères de ce que je faisais dans le monde classique du business, je vous parle 2000-2002, et du potentiel que j'avais de faire autre chose, et ben ce qui est venu à ce moment-là, c'est la nature. Parce que ce que j'aime au fond, c'est la nature et l'être humain. Et ça m'a permis de ressentir certains déclics et de les accepter. En allant au Québec, j'avais eu une institutrice en CE2 qui m'avait émerveillé avec la nature québécoise, et je me suis rendu compte que cette nature québécoise, elle partait pas en fumée, mais dans les scieries, et que quand on bûche, comme disaient les Québécois, 3 fois dans une vie, une même forêt, elle ne se régénère pas. Donc là, j'ai compris que c'était mal parti pour la forêt québécoise. Et à l'inverse, en revenant en France, dans un groupement forestier, dans une forêt de l'Eure, pas très loin d'ici, je me suis vraiment senti à ma place. Et si je n'avais pas fait ce travail sur moi, je me serais dit, OK, retourne au boulot, c'est bien, tu as passé un bon week-end. Et là, je me suis dit, OK, t'y vas. Et donc, en 2005, j'ai créé ma propre entreprise dans un domaine que je ne connaissais pas, la valorisation des arbres, la reforestation. Donc, tout le monde parle d'arbres maintenant. Il y a 18-20 ans, évidemment, on parlait déjà d'arbres, mais pas de la même façon. Et depuis, on ne compte plus tellement les arbres, mais les vies améliorées, parce que pour moi, c'est les vies améliorées par la nature qui sauvent la nature. Et c'est avec une trentaine de personnes maintenant, j'étais seul au début, 2 millions de vies améliorées dans une quarantaine de pays par l'action recherche pour mieux comprendre comment la nature peut nous aider, le conseil pour influencer les décideuses et les décideurs, aussi bien dans les entreprises que dans les institutions et les administrations, des projets de terrain, parce que tout ça, ça n'a pas d'intérêt si ce n'est pas transformé en réalité, et un programme d'éducation environnementale qui est en fait ce qui permet de partager avec le plus grand nombre, et les enfants en particulier. Pour moi, c'est clé parce que c'est là que se trouve le changement de paradigme, tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Merci beaucoup Nicolas pour ce riche parcours effectivement avec l'arbre qui a joué ce rôle un petit peu de pivot dans votre carrière et qui vous a inspiré dans la création de Kinomé.
Je vais maintenant me tourner vers Élise. Donc vous, Élise, vous êtes ingénieure agronome de formation. Vous êtes aujourd'hui directrice conseil stratégie RSE et environnementale chez Greenflex, que vous avez rejoint après une longue expérience dans le développement durable. Et donc, effectivement, comme Nicolas vient de le témoigner, eh bien, les forêts vous touchent également particulièrement, de même que la question de la vie dans les sols. Et vous avez pu mesurer dans tout votre parcours à quel point les différents secteurs de l'économie dépendent du vivant et de la nature. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, tout à fait, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme Nicolas... Ouais. Comme Nicolas, en fait, ça remonte à l'enfance. J'ai eu la chance d'avoir des parents et une famille qui m'ont très vite mis en contact avec la nature. Mes parents ont planté des arbres avant de construire la maison, pour des raisons de budget, mais aussi parce qu'ils aimaient ça. Et à 3 ans, j'ai été mise à contribution. Voilà. Les cabanes dans l'arbre, le frêne têtu. Le frêne têtu, c'était mon arbre. C'est l'arbre emblématique des haies aujourd'hui qui devient vraiment à la mode. J'y ai grandi, je m'y suis évadée par la pensée et avec mes amis. Et puis, je dirais que l'enfance, ça a été pour moi la période de la découverte de la nature, de la communion avec la nature, voilà, aussi bien au quotidien, puisque même si j'habitais à Saint-Herblain, vraiment qui jouxte Nantes, il y avait des champs autour de chez moi, j'allais chercher à la ferme, j'aidais au potager l'été chez mon grand-père. Et pendant les grandes vacances aussi, un temps suspendu, qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, qu'on cherche tous, cette possibilité d'aller découvrir d'autres horizons et vivre de façon très sobre, en contact avec la nature. Je me souviens notamment, vers 7-8 ans, avoir découvert la Corse en camping sauvage avec des bergers. Voilà. Donc, on retrouve le lien avec ma formation, puisque finalement, en réfléchissant à aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois la nature cultivée et le lien avec l'agriculture dans mon enfance, les vendanges, etc., et la nature plus sauvage. Et ma formation a consisté effectivement à choisir l'agronomie et ma spécialisation en génie de l'environnement en dernière année. Il n'y en avait qu'une à l'époque en France, c'était à Rennes. J'ai enchaîné par 14 ans chez Veolia après un stage où je me suis occupée beaucoup déjà de sol, effectivement, dans un premier temps, et de biodéchets, de retour au sol des matières organiques, dont on parle beaucoup aujourd'hui, les sols, pour des raisons climatiques, de puits de carbone. Mais la matière organique dans les sols, c'est bien autre chose, parce qu'un sol dépourvu de matière organique, il manque de biodiversité, il ne retient pas l'eau, il ne joue pas son pouvoir épurateur sur la pollution, et bien sûr, il stocke moins le carbone dans les sols. Donc ça, c'est mes premières années chez Veolia. À la fin de ma période chez Veolia, j'ai rencontré Nicolas. On a travaillé ensemble sur comment approvisionner les filières biomasse en respectant la durabilité de la gestion de la forêt, en allant aussi sourcer ailleurs du bois déchet, en étant sur de l'économie circulaire. Et puis, j'ai eu envie de collectif, convaincue que l'innovation dans le développement durable, c'était du partage. On va y revenir après. Et je me suis orientée vers des fédérations. J'en ai dirigé 3. Toutes engagées finalement d'une façon ou d'une autre dans la transition énergétique ou agroécologique, l'éclairage, où j'ai à la fois contribué via l'efficacité énergétique à moins consommer d'énergie, mais aussi à rabattre le flux et avoir des discussions, par exemple, avec l'association ANPCEN qui nous interpellait sur les nuisances nocturnes, mais on avait des solutions pour piloter l'éclairage, pour rabattre le flux, pour tenir compte des longueurs d'onde, pour moins déranger les insectes et puis savoir éteindre à certains moments. Donc ce rôle de dialogue avec les parties prenantes que je retrouve aujourd'hui dans le Conseil. La fédération qui s'occupait beaucoup de chaleur renouvelable, où là, j'ai continué en fait à voir comment le bois énergie devait être qu'un complément à l'ensemble d'une exploitation durable de la forêt, mais complément sans lequel, économiquement, l'ensemble de l'exploitation de la forêt ne tenait pas. Et mon antériorité par rapport au sol me permettait aussi d'affirmer et de rappeler l'importance de laisser une partie des rémanents forestiers au sol pour la vie des sols forestiers, qui est essentielle. Sinon, pareil, la régénération de la forêt ne se fait pas. Voilà. Et puis, en dernier, beaucoup plus lié au vivant, l'Union française des semenciers, très décriée à l'époque, mais qui, en fait, a un rôle formidable, parce que vous avez tous entendu parler de la conservation des semences au Svalbard, qui est mise à mal avec le réchauffement climatique. On conserve les semences d'une grande catastrophe nucléaire ou autre dans un endroit où elles sont toutes gelées. Mais on les conserve, le savez-vous, aussi en France, à travers un réseau de 11 conservations vivantes, où on les cultive. Et ça, c'est un partenariat entre les semenciers français et l'INRAE.
Et voilà. Donc, pour venir maintenant à toute cette expérience très riche, en fait, m'a donné envie en étant passé par ces différents secteurs, d'amener cette expérience pour conseiller plusieurs secteurs à la fois. Et donc, je suis arrivée dans le conseil chez Greenflex. Et pourquoi j'ai choisi Greenflex? Parce que Greenflex, ce n'est pas qu'un cabinet de conseil. Greenflex, c'est aujourd'hui 500 personnes, 20 agences en Europe, mais c'est un cabinet qui, au-delà du conseil stratégique, va jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle dans la transition énergétique et bas carbone, avec aussi des équipes d'ingénierie financière pour que le financement ne soit pas un frein, et des équipes digitales pour piloter en fait ce changement. Merci beaucoup, Élise, pour cette belle rétrospective sur votre parcours et aussi effectivement l'éclairage sur ce que vous faites aujourd'hui chez Greenflex. Je vais me tourner maintenant vers Olivier. Donc, Olivier, vous êtes chimiste de formation, vous êtes directeur international initiative stratégique au sein de l'équipe RI de L'Oréal, donc L'Oréal pour le futur du groupe L'Oréal. Vous êtes également ambassadeur France 2030 pour les matériaux durables, donc une autre de vos fonctions. Et vous avez construit votre carrière également donc dans la bioéconomie, c'est-à-dire littéralement l'économie du vivant. Donc on est vraiment, je dirais, au cœur du sujet. Et comme Élise, vous avez pu constater dans vos différents postes ce lien entre le vivant et l'économie. Est-ce que vous pourriez nous préciser cela ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, de mon côté, si vous voulez, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle il y a une vingtaine d'années, c'était le moment où émergeaient les biotechnologies industrielles, donc cette capacité à utiliser le vivant pour aller développer des produits dans diverses applications. Et c'était vu à l'époque comme la prochaine révolution après le digital. C'est ce qui allait nous permettre de lutter contre le changement climatique. C'était une époque, si vous vous souvenez, tous les investisseurs de la Silicon Valley qui avaient bien réussi dans le digital investissaient massivement dans ces startups, dans ces projets de biocarburants aux États-Unis. Et à partir de là, je suis toujours resté dans ce développement de produits durables, dans différents grands groupes, dans des startups également, à l'interface publique-privée, avec finalement ce constat qui était que, quelles que soient les applications, quels que soient les marchés, et c'est sûrement une évidence que ce que je vais vous dire, mais moi je ne l'avais pas réalisé au départ, c'est que les produits que nous utilisons, que nous manufacturons et que nous utilisons, sont à base de carbone. Il y a une haute teneur en carbone. Vous prenez le plastique dans les voitures, haute teneur en carbone. Vous prenez même des molécules d'origine naturelle, le caoutchouc naturel qu'on utilise dans les pneumatiques, il y a aussi une haute teneur en carbone. Et même un certain nombre d'agents thérapeutiques ont une majorité de carbone. Alors une fois que j'ai dit ça, pour moi, il y a vraiment deux enjeux. C'est que cette réalité de la manufacture et l'utilisation de produits carbonés, je pense que c'est quelque chose qui va rester. C'est-à-dire que c'est notre mode de vie. Et en même temps, on a bien vu que notre activité pour pouvoir développer tous ces produits a dérégulé le cycle du carbone, dans le sens où finalement, aujourd'hui, on va dire dans des temps acceptables, la nature n'est plus en capacité d'aller utiliser les déchets qu'on produit qui sont carbonés, le CO2 ou les gaz à effet de serre dans l'air, les microplastiques dans l'environnement. Et donc pour moi, ça c'est un des grands enjeux de la bioéconomie. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir réinventer un cycle du carbone qui soit industriel, qui soit vertueux et qui va permettre à l'activité humaine de continuer à se développer tout en préservant la nature. Et là, je vous ai beaucoup parlé du carbone, parce que je suis chimiste de formation, mais je vais continuer sur cette chimie. Il n'y a pas que le carbone dont on a besoin pour pouvoir continuer à vivre. Il y a l'azote, il y a le phosphore, et ce sont des cycles qui sont également dérégulés aujourd'hui. Donc finalement, la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir bâtir, capitaliser sur le vivant, sur ces dynamiques, afin de réinventer ces cycles. Merci beaucoup Olivier. Justement, les deux, donc le temps 2 et le temps 3 de l'échange permettront d'explorer justement ces innovations pour effectivement relever ces défis. Et donc maintenant, je vais finir effectivement le tour de table, ce premier tour de table par Tariq. Tariq, vous êtes ingénieur, vous êtes écologue de formation et vous dirigez aujourd'hui le pôle stratégie inspirée du vivant de l'Institut des futurs souhaitables, après avoir été directeur sciences et environnement de l'équipe Cousteau. Vous avez donc un lien particulier avec l'océan.
dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, comme d'une solution pour les défis qui nous attendent. Plus largement, le vivant dans toute sa diversité est au cœur de votre parcours professionnel et donne aussi tout son sens au travail que vous conduisez actuellement sur le biomimétisme, la bio-inspiration, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre engagement et aussi revenir sur ces termes, biomimétisme, bio-inspiration, dont on parle beaucoup, mais que peut-être il est intéressant de redéfinir avec plus de précision. Merci. Merci et merci de l'invitation. Alors, je vais essayer de pas trop peut-être décrire mon parcours personnel, même si je vais en dire quelques mots, et peut-être commencer par dire que je me sens plutôt l'ambassadeur de toute une dynamique de partenaires, d'entreprises, dont L'Oréal d'ailleurs, dont Miseko qui est présente ici, à travers une structure qui s'appelle le CBIOS, le Centre d'excellence en biomimétisme, et que effectivement, peut-être pour dire quelques mots sur mon parcours tout de même, je partage avec Nicolas en fait un certain moment au Québec et au Canada en général, où j'ai fait une partie de ma formation, et au départ plutôt biologie marine donc, et puis très rapidement je voulais pas forcément être chercheur simplement pour comprendre les dynamiques du vivant, mais essayer peut-être de répondre aux enjeux de l'époque qui étaient de plus en plus prégnants, déjà à l'époque où je faisais mes études évidemment, pour essayer d'avoir une approche plutôt systémique et intégrée qui n'oppose pas besoins humains et besoins des autres espèces. Et c'est comme ça que j'ai été formé dans une formation au Canada, entre autres, à l'approche intégrée des territoires, pour essayer de voir comment créer aussi bien un parc national, par exemple, côtier, marin, terrestre, que essayer de conseiller des territoires sur des modes de développement d'infrastructures qui ne soient pas forcément destructeurs d'espaces naturels. Et petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu la chance de naître entre deux cultures. Déjà, la culture nord-africaine en Algérie, avec mon papa était algérien, normande, ma maman de Normandie, et de pouvoir fréquenter des milieux très différents, en étant aussi dans un milieu social qui me permettait de le faire, je tiens à le dire. Tout le monde n'avait pas eu cette chance de découvrir aussi bien les beautés de la Méditerranée que les environnements fascinants du désert ou de la haute montagne. Et très rapidement, avec le Canada aussi, les milieux polaires. Juste après mon bac, j'ai fait une sorte de voyage initiatique jusqu'au Svalbard pour pouvoir aussi finalement voir une diversité de milieux. Et assez rapidement, j'ai souffert d'une maladie dont j'ai appris le nom bien plus tard, la solastalgie. Qui connaît la solastalgie ici dans la pièce? Vous voyez, cette idée en fait de ressentir une perte d'un milieu qu'on a connu et qui n'existe plus, par l'urbanisation, par là où j'ai grandi, en Algérie, entre autres. J'étais à 25 km d'Alger, c'était la campagne, c'était la forêt. Quand j'étais enfant, j'allais me perdre, me fondre quasiment en faisant de la méditation sans le savoir pour observer les espèces sans qu'elles m'observent ou me détectent. Eh bien, ces milieux n'existent plus. Maintenant, ce sont des habitations complètement urbanisées. Et il y a des tas d'endroits comme ça dans les pôles aussi où j'ai la chance d'avoir, et je continue à être chef d'expédition polaire sur des navires, donc je vois aussi l'évolution des milieux polaires depuis plus de 20 ans. Effectivement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais il y a quand même beaucoup de changements. Et je voudrais peut-être pas rester sur cette touche négative. En même temps, je suis très heureux de vivre à cette époque. Et je suis très heureux de voir cette salle pleine. Je suis très heureux de voir des événements comme ProDurable s'intéresser à la question du vivant. Et je pense qu'on est à un moment de l'histoire de l'humanité absolument stressant et absolument fascinant en même temps, parce qu'on a essayé beaucoup de choses et que là, on arrive à se cogner le nez sur les limites. Bruno Latour le dit, c'est pas rien en fait, c'est quelque part quelque chose qui a commencé à la Renaissance, qui est en train de se boucler d'une certaine façon. La Renaissance, c'est un peu l'invention du potentiel de l'individu, de l'expression de l'individu, et puis là, on touche les limites. Et il nous faut garder le meilleur de ce cheminement, tout en acceptant de se réinscrire dans des limites planétaires. Et c'est pas rien, c'est un changement culturel profond. Il y a aussi de gros changements culturels qui sont liés à la notion même de nature. Quelques penseurs disent qu'il faut sortir du naturalisme au sens distinguer l'humain et la nature et rajouter peut-être tout simplement un S, ça change tout. Nous sommes la nature et nous sommes aussi potentiellement tous ensemble la nature qui développe un système immunitaire pour essayer de retrouver des équilibres planétaires. J'ai la chance d'avoir travaillé pour Cousteau, pas à la grande époque, mais j'étais directeur sciences et environnement, pour essayer de mettre en action sur le terrain, dans des pays où il y a de grands enjeux de biodiversité, mais aussi des grands enjeux de besoins humains non satisfaits, comme le Soudan, la côte de la mer Rouge. Comment créer un parc national qui protège des récifs extraordinaires. 1% de la planète est couverte par des récifs, mais énormément de ressources dépendent de ces récifs pour le bien-être des populations.
et comment faire en réduisant la pauvreté, par exemple, et en n'étant pas dans des dynamiques qui opposent. Merci beaucoup Tariq. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là dans le temps que j'ouvre maintenant sur les notions de biomimétisme, bio-inspiration et comment vous travaillez là-dessus de manière très concrète à l'Institut. En tout cas, chers intervenants, merci d'ores et déjà d'avoir présenté vos fonctions, vos parcours très inspirants. Et je souhaiterais maintenant effectivement aborder avec vous le deuxième temps de cet échange, qui est la question des relations entre le vivant et nos modèles économiques. Donc c'est un vaste sujet et ce sont des relations qu'on appréhende souvent à travers le couple impact-dépendance des activités économiques. Donc, moi-même et mes collègues consultants le savent très bien, quand on a des missions biodives, comme on dit, c'est quand même souvent un petit peu ça aussi le prisme. Impact-dépendance, qu'on associe d'ailleurs aussi volontiers à des risques et à des opportunités, comme nous y invite par exemple le cadre TNFD. Voilà. Et effectivement, donc, avec ce prisme, avoir ce prisme en fait, impact, dépendance, risque, opportunité, c'est indispensable et c'est urgent si l'on veut enfin intégrer le vivant dans la prise de décision des organisations. Donc loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas intéressant. Pour autant, on voit bien que là, il y a autre chose qui se joue. On se heurte à des limites collectives, individuelles aussi parfois. Et si l'on veut inventer, en fait, aller au-delà, inventer de nouveaux récits, justement, pour enclencher notre transformation collective vers quelque chose un futur plus nature positive, comme on dit, eh bien, il va falloir aller au-delà d'une approche purement gestionnaire et il va falloir enrichir notre vocabulaire. Et c'est autour de ça, en fait, que j'aimerais, du coup, maintenant vous laisser la parole. Le vivant, c'est quoi? C'est une matière première, c'est un matériau, c'est une source d'inspiration scientifique, esthétique, méthodologique, peut-être aussi, une ressource émotionnelle. C'est peut-être tout cela à la fois. Et avec toute cette richesse, justement, eh bien, comment le vivant peut-il nourrir nos modèles économiques aujourd'hui et demain? Donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on réfléchisse maintenant ensemble. Et je vais laisser la parole à Tariq, justement, pour commencer sur ce sujet. Quelque part, j'ai commencé à aborder cette question-là, donc je ne vais pas être trop long pour laisser la parole aux membres de la table ronde. Je dirais que, effectivement, cette transformation qui est en cours nous conduit finalement peut-être à quitter une relation au vivant très influencée par les révolutions industrielles, et ça a commencé bien avant avec la pensée de Descartes, et je ne suis pas en train de dire qu'elle n'apporte pas des choses extrêmement importantes, la pensée de Descartes, mais elle a eu un effet secondaire en étant mal interprétée. C'est peut-être d'accentuer l'illusion de la séparation humain avec le logos et peut-être l'esprit humain capable de rejoindre le divin par son introspection et le reste du vivant. Tout ça a des racines aussi judéo-chrétiennes. Enfin, il y a toute une histoire qui conduit en tout cas à une sorte d'illusion de la séparation. Et la période industrielle a accéléré cela de manière assez drastique parce que, effectivement, à partir du moment où vous considérez que le non-humain ne peut pas souffrir comme l'humain, ne peut pas avoir peut-être le droit d'exister exactement comme les humains, alors on peut exploiter de manière très intensive, on peut éventuellement voir avant tout de la production de viande, et on peut éventuellement donc voir la nature comme stock, la nature comme endroit où on va extraire. Donc c'est une pensée extractiviste aussi dont il nous faut sortir. On a extrait de la terre, on extrait du vivant, on extrait de l'information, on extrait des services écosystémiques potentiellement maintenant. Et ça génère des dialogues d'ailleurs assez intéressants avec d'autres cultures qui ont une autre perspective, y compris sur cette question de services écosystémiques et de valorisation économique des services écosystémiques. Ce qui est très très bien, c'est un premier pas intéressant, mais il y a une question d'utilitarisme très poussée quand même, qui continue à être là. Et comme on a du mal à se désengager d'une époque, on est dans des schémas mentaux en fait qui quelque part, on vit l'époque et on est vécu par l'époque, comme dit un partenaire de l'Institut, Michael Dandrieux, qui s'intéresse à ces questions-là d'un point de vue sociologique. Il nous faut rencontrer l'altérité, il nous faut rencontrer des points de vue différents pour pouvoir envisager peut-être une relation un peu différente dans le sens où le non-humain peut être un partenaire, peut être un endroit où il va y avoir, comme le dit Baptiste Morisot, des diplomaties interespèces aussi quand il y a des conflits, potentiellement. Mais en tout cas, pas dépoétiser, pas déspiritualiser, pas quelque part enlever la dynamique du vivant qui est pourtant là dans des systèmes qui expriment ce dynamisme du vivant. Je pense que c'est vraiment un des endroits clés parce que si on ne change pas ça, il y a peu de chances que les émergences concrètes, on aime bien dans le monde de l'entreprise être dans des choses concrètes, et bien comme le dit Einstein, si on a le même modèle de pensée, il y a peu de chances qu'on génère des choses fondamentalement différentes. Il nous faut être très concret et en même temps travailler sur cette base culturelle pour pouvoir avoir des chances d'accompagner cette émergence de nouvelles façons de considérer le lien au vivant ou d'anciennes façons à retrouver
et qui nous permettrait de nous engager plus sereinement dans le XXIe siècle. Merci beaucoup, Tariq. Effectivement, il y a quelque chose à réenchanter, hein, on le comprend bien collectivement. Olivier, maintenant, je vais me tourner vers vous. Donc vous, chez L'Oréal, vous vous appuyez typiquement sur la bio-inspiration, sur laquelle on va revenir du coup aussi pour innover. Et d'ailleurs, ce lien entre bio-inspiration et innovation, on le réabordera tout à l'heure. Mais il y a aussi un défi pour vous, et ça rejoint tout à l'heure ce que vous commenciez à évoquer, qui est effectivement de passer d'un carbone fossile à un carbone biosourcé, avec toutes les implications que ça peut avoir et tous les trade-offs aussi que ça peut avoir, hein, en termes justement d'impact environnementaux. Comment est-ce que vous travaillez avec le vivant dans ce contexte ? Oui, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, hein, je pense que l'industrie a un vrai rôle à jouer pour pouvoir utiliser le vivant et capitaliser sur le vivant afin de faire cette transition vers la bioéconomie. Le vivant chez L'Oréal, c'est au cœur du programme L'Oréal pour le futur, qui porte les engagements du groupe en matière de développement durable. Et si je devais essayer de le résumer, c'est quelque part comment L'Oréal va transformer ses activités pour pouvoir les exercer au sein des limites planétaires. Ce que Tariq mentionnait tout à l'heure. Alors, juste pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur les limites planétaires, hein, c'est un cadre qui a été défini par le Stockholm Resilience Center, qui définit finalement, selon certaines caractéristiques, des seuils. Et pour que l'humanité puisse continuer à se développer et la nature à se régénérer, donc si on les considère à côté, il faut qu'on soit au sein de ces limites. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà 6 limites qui ont été dépassées. Et donc pour un groupe comme L'Oréal, hein, pour nous, c'est vraiment comment est-ce qu'on va réussir à diminuer notre impact sur l'entièreté de la chaîne de valeur, hein, afin de pouvoir continuer à exercer nos activités dans ce qui est acceptable par la planète. Ça, c'est fondamental. Et alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous invite à aller regarder le programme pour le futur qui est accessible, hein, au public. Et on a des objectifs, une série d'objectifs à l'horizon 2030 qui sont quantifiés, qui sont mesurables et sur lesquels on fait du reporting. Et un certain nombre de ces objectifs sont intimement liés au vivant. On a la partie éco-conception. D'ici 2030, on souhaite que tous nos produits soient éco-conçus. On a la partie ressources naturelles, dont Constance parlait. D'ici 2030, on souhaite que 95% de nos ingrédients soient biosourcés, soient issus de processus circulaires ou de minéraux abondants. Et on a également d'autres objectifs en matière de biodiversité, en matière d'eau. Et justement, sur ces deux derniers aspects, je souhaiterais vous donner un exemple très concret. L'exemple du plancton thermal que vous allez retrouver dans la gamme Biotherm. Alors le plancton thermal, c'est quoi ? Ce sont des micro-organismes qui nous permettent finalement d'activer la peau en termes de défense naturelle et puis d'améliorer sa capacité à se régénérer. Il a été identifié au départ dans des eaux de source naturelles. La question se pose, comment est-ce qu'on l'isole et comment est-ce qu'on l'utilise dans ces eaux de source, hein, il est en très faible quantité. Et donc ce qu'on a développé, c'est un procédé de culture via les biotechnologies dans notre unité de production qui est à Tours, afin de pouvoir en produire en quantité suffisante, avec la qualité idoine, et donc sans impacter ces eaux de source naturelles. Donc, voilà un exemple vraiment concret de ce qu'on fait dans ce domaine-là. Merci Olivier. Oui, effectivement, c'est un exemple très concret, hein, d'utilisation durable du vivant, je dirais. Et au-delà de ce travail en fait, qui relève un peu de l'éco-conception, il y a aussi d'autres aspects sur lesquels vous travaillez, et donc notamment autour de toute la question des sciences vertes, qui sont pour vous un axe de développement et de réflexion majeur. Oui, tout à fait. On a défini en interne une approche qu'on a qualifiée de sciences vertes, qui finalement rassemble l'ensemble des connaissances, l'ensemble des technologies innovantes qui vont nous permettre de transformer des ressources naturelles en nos produits avec des procédés à faible impact environnemental. Un des exemples que je peux aussi vous donner très concret, c'est le Proxylane. Alors le Proxylane, certains d'entre vous le connaissent, c'est un des ingrédients phares du groupe, hein, en matière anti-âge, qui fait référence dans le domaine des cosmétiques. Et comment est-ce que ce Proxylane aujourd'hui il est produit ? La ressource naturelle provient d'un coproduit de l'industrie papetière, des sciures de bois de hêtre,
qui contiennent un sucre naturel qui s'appelle le xylose. Et ce xylose est transformé via un procédé dans l'eau qui génère très peu de déchets en proxylane. Et in fine, ce proxylane n'est pas du tout écotoxique. Et donc finalement, là, vous voyez sur toute cette chaîne de valeur qu'on est en plein dans ces sciences vertes. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui anime la communauté de chercheurs au sein de L'Oréal pour tous les nouveaux développements en cours. Merci Olivier. Effectivement, c'est tous ces beaux exemples, je dirais, concrets et intéressants. Si je reviens maintenant vers Nicolas, donc vous, Nicolas, dans vos projets, le vivant joue un peu un double rôle, je dirais. Le vivant, là, je ne sais pas. À la fois une ressource un petit peu matérielle, je dirais, un matériau, mais aussi une source d'inspiration. Et de ce point de vue-là, ça combine un petit peu les expériences, effectivement, là, décrites par Tariq et Olivier. Et notamment, chez vous, donc, le vivant joue un rôle d'inspiration méthodologique, avec voilà, donc une double signification, je dirais, qui se vérifie notamment au niveau du rôle que joue chez Kinomé l'arbre, la forêt, qui sont des composantes voilà, essentielles de à la fois de votre parcours et justement du cœur de métier, je dirais, de Kinomé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous travaillez dans ce contexte et comment vous travaillez, je dirais, pour et avec la nature pour construire des projets à impact positif? Merci Constance. Du coup, moi je vais apporter un... Vous entendez malgré la clim? Je ne sais pas si c'est possible de faire atterrir l'avion. Je vais vous apporter un témoignage complémentaire de celui d'Olivier. Les grands groupes sont dans une transition pour remettre du vivant dans leur modèle. Les entrepreneurs et entrepreneurs sociaux sont là dans une course contre la montre pour générer le plus possible d'impact. Moi, quand j'ai créé Kinomé, je l'ai appelé Kinomé parce que je voulais donner une bonne raison aux gens de changer leur comportement vis-à-vis de la nature plutôt que juste leur interdire. Par la coercition, la loi, etc. Il y a besoin des deux, mais il y a surtout besoin d'incitatifs. Et donc ça se fait à deux niveaux. Le premier, c'est effectivement un niveau méthodologique ou organisationnel. Kinomé, ça veut dire l'œil de l'arbre. Et l'arbre a un génie collaboratif incroyable. Il a 395 millions d'années, on pense maintenant, d'évolution. Donc c'est quoi? C'est 10% de la vie de la planète, alors que nous, c'est quelques microsecondes. Et il s'est adapté sans bouger et avec peu de ressources, en développant des collaborations avec plein d'autres êtres vivants. D'accord? Et du coup, c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire à la fois de la recherche, du conseil, des projets et de l'éducation, sous un même toit, sous une même frondaison, sous une même canopée, si vous voulez, parce qu'on ne fait rien tout seul. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On développe des mutualismes, des symbioses, des commensalismes. Commensalisme, c'est manger sur la même table. Ben, c'est aller avec quelqu'un, par exemple une entreprise, pour aller répondre à un même appel d'offres, manger certaines ressources et bien sûr apporter d'autres choses. Toutes ces relations gagnant-gagnant, plus ou moins gagnant, plus ou moins perdant, mais toujours gagnant-gagnant au fond, c'est ça qu'on développe et que l'arbre, et pas que l'arbre d'ailleurs, hein, que la nature s'est formidablement développée. Ça, c'est pour nous. C'est comme ça qu'on arrive à toucher 2 millions de personnes à 30. Parce qu'en fait, on n'est pas 30, on est 200 organisations qui travaillent ensemble. Après, concrètement, qu'est-ce que ça donne comme réalisation? Je vais vous parler de 3 exemples. Produits, filière, territoire. Produits, on a travaillé avec Danone au tout début de Kinomé, en recherche et développement, puis avec les achats, puis avec tout le monde, pour remplacer dans la formule d'Activia un dérivé de l'amidon, un fructo-oligosaccharide hydrolysé, donc chimiquement transformé, par de la poudre d'acacia qui vient du Sahel, Acacia seyal, qui est totalement naturel, et qui, en fait, augmente jusqu'à 1 log, jusqu'à 1000 fois la présence du fameux bifidus dans le yaourt. Donc là, on n'est plus ni dans le développement durable, ni dans la com, ni dans quoi que ce soit. On est dans un meilleur produit grâce à un meilleur ingrédient qui se trouve être totalement naturel et venir d'un endroit où personne ne va sourcer. Tchad, Soudan, Nord Cameroun. Je vous imaginez la tête du patron des achats quand je l'ai amené à N'Djamena la première fois. Ça, c'est comment, avec la nature, et c'est pour ça qu'on fait de la recherche, améliorer un produit. Un peu comme ce qui vient d'être expliqué par Olivier sur d'autres domaines. Non seulement ça améliore le produit, mais ça donne de la valeur à l'arbre. Et donc, au lieu qu'il soit transformé en bois de chauffe ou en charbon,
il devient, en fait, les femmes, et je suis content de voir qu'il y a une grande majorité de femmes dans cette assistance, parce que c'est toujours les femmes qui font changer les choses en premier quand il s'agit de vivants. Observez ça toujours. Et ben, ces femmes vont collecter de la gomme, et pour un peu qu'on écoute leurs besoins, elles vont en collecter aux bons endroits, et donc, au lieu de couper les arbres, elles vont collecter la gomme, avoir un revenu, pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Donc ça, c'est comment on améliore un produit en luttant contre la déforestation. Ensuite, comment on fait ça au niveau d'une filière? On travaille depuis plus de 10 ans maintenant chez Kinoé avec nos partenaires, notamment au Togo, mais aussi à Madagascar et au Pérou, sur le moringa, qui est un arbre dont les feuilles, et pas que, sont très riches en protéines, vitamines et minéraux. Et donc, c'est un outil extraordinairement puissant pour réduire la malnutrition infantile et réduire les retards de développement. Au Togo, 45% des enfants n'auront jamais une vie normale parce qu'ils ont des retards de développement. Alors ça, moi, ça me fait lever le matin. Je pense que vous tous. Voilà. Donc là, on travaille depuis 10 ans sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transformation, aux cantines scolaires. Et ça va de tout petits groupements féminins à des programmes avec le Programme alimentaire mondial ou l'Agence des cantines scolaires au Togo ou ailleurs. Et puis, troisième exemple, comment on peut travailler sur un paysage, travailler sur l'Afrique de l'Ouest avec les mangroves. Les mangroves, elles sont le lieu d'origine de presque toutes les ressources halieutiques côtières. Donc les crabes, les poissons viennent frayer dans les mangroves. Et en plus, elles sont un incroyable édredon, un incroyable amortisseur de choc, notamment quand il y a des tsunamis, mais pas que. Voilà. Et ça, en fait, ça peut se combiner, cette approche, jusqu'à accompagner et bientôt créer un fonds d'investissement qui, partant de petites entreprises dans un pays qui n'a que 1% d'emplois formels, Madagascar, permettra de réduire la pauvreté et donc directement corréler la pression sur le milieu vivant. Merci beaucoup Nicolas pour ces beaux témoignages d'impact. Sans plus tarder, je repasse la parole à Élise pour que, voilà, Élise, si vous voulez bien peut-être nous expliquer aussi finalement la richesse, la diversité des rôles que le vivant joue pour nos économies et nos sociétés avec votre propre regard. Oui, peut-être avant de revenir sur l'arbre, hein, qui m'est cher également comme beaucoup ici, rappeler finalement que les économies, elles ne sont pas hors sol. Alors le hors sol, on connaît bien, quand on est agro, c'est les élevages hors sol. Mais moi, j'aime bien faire le parallèle et reprendre ce terme pour dire que l'économie n'est pas hors sol. Elle est liée au vivant. Et 55% du PIB est lié au vivant et aux services écosystémiques rendus. On le voit bien avec la sécheresse, quand il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas de vie sans eau. Hein. Donc voilà. Après, je vous rejoins sur la vision anthropique il ne faut pas s'arrêter aux services écosystémiques rendus. Néanmoins, c'est quand même important de rappeler à quel point notre économie linéaire aujourd'hui, pas assez circulaire, est liée au vivant et dépendante du vivant. L'autre élément que j'avais envie de partager avec vous quand on parle de comment gérer le vivant dans les entreprises et dans les organisations, c'était également de se dire finalement que s'agissant de la biodiversité, ce qu'on observe le plus souvent en termes d'approche jusqu'à présent pour les entreprises, c'est on fait des inventaires parce que c'est demandé avant de créer un projet faunistique, floristique. C'est local, une photo à un moment donné, on la refait éventuellement un petit peu plus tard, mais ça coûte cher, donc pas si souvent. Ou alors, on est très loin de tout ça, on commence à s'y intéresser, c'est de la sensibilisation, on pose des ruches. Alors ça, on a vu ça partout, avec parfois des effets délétères, parce qu'il y a des notions de dynamique de population à veiller quand on fait ça. Et puis, le troisième élément plus récent, c'est alors le monde de la finance qui s'est dit, mince, j'étais en retard sur le climat, je vais m'intéresser à la biodiversité, et j'invente et je crée des métriques. Finance et cabinet de conseil confondus, il nous faut des métriques, il faut mesurer la biodiversité. Mais moi, je me dis, mais finalement, je me suis retrouvée dans des réunions en tant qu'agronome et spécialiste du vivant en me disant, mais finalement, moins on pourra la mesurer, mieux ce sera la biodiversité, parce que plus elle sera nombreuse et variée. Enfin, j'arrivais presque à me poser dans un paradoxe, tellement ce côté calculatoire me donnait l'impression qu'on perdait la hauteur nécessaire à l'action tout de suite. Parce que la bonne nouvelle, dans le cas de la biodiversité par rapport au climat, c'est que à partir du moment où une espèce n'a pas complètement disparu, c'est que ça reste réversible. Et donc, du coup, par rapport à ça, en fait, chez Greenflex, moi, on m'a dit, bah, vas-y, essaye de développer quelque chose pour accompagner les entreprises sur la biodiversité, donc en collectif. Nous nous sommes dit, notamment pour un fonds d'investissement responsable qui voulait accompagner des startups qui pensaient, grâce à leurs solutions, réduire l'utilisation des phytosanitaires en viticulture. Donc c'est un exemple concret avec un projet d'investissement d'avenir labellisé par le Premier ministre. On s'est dit, bah, finalement,
elles ont toutes des technologies différentes. Comment on va adresser ça? Et confronté à ça, la métrique, c'était huge, trop compliqué, donc de toute façon pas possible. On est revenu au bon sens, qui est finalement, il y a à la fois ce que tu disais, des pressions qui causent des impacts. Donc il y a 5 facteurs de pression sur la biodiversité qui sont reconnus par l'équivalent du GIEC, l'IPBES. Et puis il y a l'analyse des dépendances, c'est-à-dire le fait, ce que je disais tout à l'heure, qu'on est dépendant pour fonctionner de la vie et des milieux, donc l'eau, le sol, etc., en bonne santé. Et c'est en faisant cela qu'on a souhaité, nous, dans un premier temps, accompagner les entreprises sur un diagnostic simple qui peut passer par des méthodologies reconnues comme SBTN ou beaucoup plus simple par, on va prendre des couples, par exemple, matériaux, activités et lieux, parce que la biodiversité, c'est beaucoup plus lié à un ancrage territorial, et on va identifier tout de suite les leviers et permettre de les hiérarchiser. Et en cela, on revient à la question de maintenant, qui est le lien avec les modèles économiques, parce que finalement, quand on fait ça d'une façon finalement qui peut paraître assez simpliste, on vient beaucoup plus rapidement sonder, déranger, challenger les modèles économiques, parce qu'il faut regarder, comme tu le disais, la chaîne de valeur, parce qu'il faut prendre en compte les communautés et les savoir-faire que vous avez tous cités. Et du coup, on interpelle les CODIR sur leur modèle économique et sur, par exemple, des modèles plus circulaires, ce que va nous demander la CSRD. Et j'ai envie de finir sur une anecdote, mais mon fils de 15 ans, hier, avait son premier cours de sciences économiques et sociales, et j'ai juste jeté un œil à Pronote pour voir ce qu'ils avaient fait. Ils ont commencé par la définition de l'économie. C'est intéressant parce que moi, je ne m'en souvenais pas, et donc la définition de l'économie, c'est l'allocation optimale des ressources. Et finalement, il manque un bout à cette définition. Et dans la salle d'à côté, en plénière, on a beaucoup parlé d'écologistes, de philosophes de l'écologie. Mais finalement, Lucille Schmitt a rappelé que le développement durable, il fallait associer l'économie sociale et l'environnement. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, il faut mettre autour de la salle ces chercheurs pour faire évoluer les définitions de ces sciences économiques, parce qu'on parle tous d'économie circulaire, mais en seconde générale, en France, je vous ai donné la définition de l'économie. Merci beaucoup, Élise. Effectivement, il y a quelque chose là. Voilà, calculer, c'est bien, mais il y a aussi quelque chose à repenser, à bouleverser peut-être, à reconnecter en tout cas, ça c'est sûr, et donc finalement à retisser. Hein. Et c'est vraiment l'objet du dernier temps d'échange. Donc là, si on peut essayer peut-être de tenir en 10 minutes, 12 minutes tous ensemble pour laisser un petit peu de temps d'échange avec la salle. Donc merci beaucoup pour tous ces éclairages passionnants. Donc on comprend vraiment, on prend la mesure de la variété, de la richesse des rôles que le vivant joue dans nos économies et nos sociétés. Et voilà, la question c'est ça, c'est si l'on veut collectivement tisser de nouveaux liens entre les êtres humains, les activités économiques et le vivant, eh bien il va falloir inventer beaucoup de choses. Il va falloir inventer de nouveaux modèles économiques, mais également inventer de nouveaux récits, comme nous y invite d'ailleurs la conférence cette année. En un mot, il va falloir innover, en combinant des innovations de toutes sortes, en fait, des innovations scientifiques, mais aussi des innovations peut-être au niveau des normes, de la réglementation, des innovations dans les dynamiques organisationnelles et des innovations in fine culturelles, comme nous y invite encore une fois l'édition de cette année de ProDurable. Et donc, c'est ça qu'on va explorer ensemble pour ce dernier temps, en commençant peut-être par la dimension scientifique de l'innovation, mais pas que, avec Olivier. Vous l'avez peut-être compris au vu des exemples que je vous ai donnés, l'innovation et la science, de façon plus générale, sont au cœur des produits de L'Oréal. Et c'est vraiment dans l'ADN du groupe. Juste pour vous donner un ordre d'idée, chaque année, L'Oréal investit 1 milliard d'euros en recherche et innovation. C'est aux alentours de 3% du chiffre d'affaires. Et ça permet à 4000 chercheurs de travailler dans le développement produit avec un double enjeu, la performance produit, mais également la performance environnementale. Et donc, si tout à l'heure on a parlé d'éco-conception du produit, on a parlé de biomimétisme, justement l'approche biomimétisme est une façon d'aller encore plus loin dans cette éco-conception, et je souhaiterais partager avec vous un des produits sur le marché, c'est la gamme Endobioma de La Roche-Posay, qui est basée sur une substance qui s'appelle l'endolysine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les chercheurs de L'Oréal ont analysé le microbiome de la peau et se sont aperçus qu'il y avait certains micro-organismes qui arrivaient finalement à détecter, cibler et détruire certaines bactéries
qui avait pour conséquence des affections de la peau. Et ils ont étudié le mécanisme, et ce mécanisme, en fait, c'est que ces micro-organismes en question produisent des enzymes, l'endolysine, qui permet de s'introduire au niveau de ces bactéries et puis de disrupter les cellules, la partie membranaire de ces bactéries. Donc voilà typiquement le type d'exemple où une approche ou une inspiration biomimétique du vivant nous a permis de développer un produit. Mais et juste peut-être pour finir sur ce point-là, on peut aller encore plus loin. Justement, avec le CBIOS, on s'est interrogé sur la capacité des mammifères à se nettoyer sans eau, en utilisant leur salive. Et on a approfondi ce sujet-là avec les chats, et on s'est aperçu qu'au niveau de la langue des chats, il y a une structuration extrêmement particulière qui leur permet d'avoir cette performance. Et finalement, ça ouvre finalement des opportunités en termes de solutions innovantes pour notre routine de l'hygiène de demain. Et donc, on en est aujourd'hui à l'étape de prototypage sur ce type de solutions extrêmement innovantes. Merci Olivier. On reviendra tout à l'heure avec Tariq aussi sur d'autres exemples un petit peu de bio-inspiration et de biomimétisme. Donc là, vous nous avez parlé, Olivier, de l'innovation au niveau du produit, des principes actifs, du design aussi produit avec cette langue de chat. Et au-delà du coup de cette innovation très scientifique, qui est peut-être un petit peu le cœur de métier aussi de ce que vous faites, L'Oréal cherche à innover aussi autrement. Peut-être dans la façon aussi dont vous vous approvisionnez auprès de vos fournisseurs. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce point-là ? Oui, tout à fait. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'au-delà du produit, on a toute cette chaîne de valeur à considérer sur laquelle il faut qu'on arrive à réduire nos impacts. Et l'innovation fait partie inhérente de cette réduction à chacun des segments de cette chaîne de valeur. Et donc sur la partie très amont, au niveau de nos ressources naturelles, nous sommes engagés dans un certain nombre de programmes innovants pour pouvoir diminuer ces impacts. Je vais juste vous donner rapidement un exemple. On utilise dans la gamme L'Oréal professionnelle, qui s'appelle Mythic Oil, de l'huile de son de riz pour ses propriétés antipiculaires et antioxydantes. C'est produit en Thaïlande. Et la Thaïlande est d'ailleurs un des premiers producteurs de riz, et donc c'est un pilier de son économie. Maintenant se pose la question d'une agriculture durable quand il s'agit de cultiver le riz. Et donc avec des acteurs locaux, on a mis en place un programme pour pouvoir, avec 4 coopératives, pour pouvoir tester en grandeur nature des pratiques d'agriculture régénérative. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est arrêter le labour pour pouvoir préserver la qualité du sol, préserver sa capacité à capter et retenir de l'eau. C'est également déployer des systèmes de riziculture intensifs qui sont des pratiques durables agricoles pour le riz pour pouvoir diminuer les quantités d'eau, pour pouvoir diminuer les quantités de nutriments à apporter. Et enfin, c'est également de l'agroforesterie autour des parcelles de riz, de culture de riz, et notamment pour pouvoir promouvoir la biodiversité, mais également pour pouvoir diversifier le revenu des producteurs. Et donc vous voyez ce type de programme a à la fois une partie fortement environnementale, mais aussi une partie sociétale dans la formation des producteurs et dans la capacité à diversifier et assurer leur vie, enfin en tout cas d'un point de vue économique. Merci Olivier. Donc effectivement, retisser les liens avec le vivant, c'est effectivement repenser déjà nos systèmes agricoles et donc quelque part avoir une innovation qui n'est pas seulement scientifique entre guillemets, mais quelque chose de beaucoup plus systémique. On voit bien que c'est ça qui est nécessaire et du coup peut-être une innovation qui quelque part implique à la fois le vivant non humain et les hommes et les femmes aussi, quelque part, qui composent ces systèmes, ces paysages agricoles. Élise, peut-être si vous pouvez compléter sur ce point quelques minutes. Oui, alors moi ce qui me paraissait intéressant en complément, c'était d'arriver sur effectivement l'innovation, c'est pas que de la science, on a besoin de la science, c'est du partage. Du partage de savoirs ancestraux, hyper récents, par exemple. Entre mes études et l'industrie des semenciers, la génétique avait considérablement évolué. Donc j'ai dû me remettre à la page. C'est pareil pour les sols. Aujourd'hui, quand on discute avec des spécialistes des sols, on réalise à quel point les champignons, notamment en forêt, mais il s'agit de refaire la même chose dans les sols agricoles, vont avoir un rôle. Et la communication qu'ont les êtres vivants au sein de la nature, nous, il faut qu'aussi on l'ait quelque part entre humains. Et par rapport à ça, il y a plusieurs exemples. L'exemple de l'agriculture régénératrice ou de l'agriculture agroécologique, par exemple, est complètement
si on veut la développer, c'est complètement antinomique avec l'organisation de nos systèmes agricoles actuels. J'ai fait des relations institutionnelles dans le monde agricole, comme vous l'avez compris. J'ai constaté à quel point toute l'organisation des relations institutionnelles était organisée par silos, par filières. Or, si on veut réussir l'agroécologie, il faut justement désiloter. Il ne s'agit pas forcément de supprimer tous les élevages, mais de les répartir autrement. On les a spécialisés dans certains coins de la France. Si on doit se passer de l'azote de synthèse parce qu'il génère beaucoup de gaz à effet de serre pour sa fabrication, hein, on consomme du gaz pour fabriquer de l'ammonitrate, sans parler des dangers d'explosion, eh bien, on va avoir besoin de sous-produits animaux, comme on va avoir besoin de la recherche en sélection variétale pour introduire des espèces capables de fixer l'azote symbiotique, d'allonger les rotations. Et puis au niveau de l'humain, on va avoir besoin de partage, pas simplement scientifique, mais finalement, même l'INRAE vient à la notion de Living Lab dans le programme d'investissement d'avenir sur la viticulture et la réduction des phytos avec Déméter et la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a des vrais Living Labs qui donnent un champ libre aux acteurs pour expérimenter, apprendre, se tromper, tirer les enseignements. L'association pour tout ce qui est comment dirais-je, agroforesterie en France ou plein d'autres associations d'agriculteurs, c'est aussi ça. C'est la naissance de nouveaux réseaux, pas forcément très institutionnels, mais pour partager les bonnes pratiques, les trucs, parce qu'on apprend tous ensemble. Et quand il s'agit des sols agricoles, comme ils sont très divers, de toute façon, on ne peut pas faire copier-coller. Et ça, c'est complètement antinomique de la réforme. On peut lui dire merci quand même, ça nous a permis de nous nourrir après l'après-guerre, mais d'Edgar Pisani, qui a fondé mon école à Bordeaux, où j'ai fait mes 2 premières années d'agro, pour nous nourrir, mais sans penser, en perdant, en simplifiant finalement les modèles de production agricole et en les spécialisant. Si on passe à un autre exemple, très rapidement, en fait... pardon ? Oui. Si on passe à un autre exemple que j'avais en tête, c'est l'exemple de la normalisation. En fait, à l'AFNOR, j'ai eu l'occasion de donner un prix à une entreprise très tech, hyper high-tech, qui a mis au point, start-up, la possibilité de géolocaliser les conteneurs maritimes. Et puis, le lien immédiat avec le vivant, on ne le voit pas forcément comme ça, mais j'ai réalisé à quel point il est important aussi de désiloter les solutions et pas se regarder. Il y a les gens du low-tech, il y a les gens de l'high-tech. Non, je pense qu'il va falloir faire ensemble. L'exemple, c'est que typiquement, avec la pollution plastique sur nos plages qu'on a vécue ces derniers mois, si le politique aussi s'empare et fait le lien entre tous ces secteurs, c'est pas très difficile de rendre obligatoire la géolocalisation des conteneurs maritimes. Comme on sait qu'il y en a beaucoup qui se perdent en mer, ça permet d'agir plus vite au moment de la pollution et d'établir la chaîne de responsabilité et d'anticiper de graves pollutions pour le monde marin. Merci beaucoup, Élise. Effectivement, l'innovation vient du partage. Elle vient aussi des échanges de qualité qu'on peut organiser. Tariq, peut-être, si vous pouvez, alors en revenant aussi sur la définition biomimétisme, bio-inspiration pour tout le monde, et nous donner peut-être quelques exemples de comment effectivement les organismes se sont adaptés, ont évolué au fil du temps, et comment vous vous appuyez justement sur l'analyse de cette adaptation, de cette résilience des organismes vivants pour faire évoluer également les organisations. Alors, merci. La bio-inspiration, c'est vieux comme l'humanité. Le biomimétisme, c'est une intention particulière qui est de le faire en essayant de résoudre les enjeux de l'époque. Donc, c'est de l'éco-conception humaniste qui s'inspire du fonctionnement d'espèces ou d'écosystèmes même. Et alors, bien sûr, ça rejoint aussi des intentions qui ont émergé déjà dans les années 70 avec la permaculture, avec l'agroécologie. L'idée, c'est on regarde le non-humain pour apprendre à résoudre les problèmes d'humains. Et les problèmes de notre époque, c'est avant tout l'éco-conception. C'est ça le terme biomimétisme, biomimicry en anglais. C'est même normé maintenant au niveau du norme ISO. Et donc, on est dans l'éco-conception. Ça ne veut pas dire qu'on est capable tout de suite de faire d'énormes innovations qui vont changer la donne. En fonction des filières, en fonction des métiers, on peut plus ou moins bouger des pions sur l'échiquier. La métaphore du jeu d'échecs, on sait à quel jeu on joue. Le premier pion, peut-être pas très impressionnant, mais néanmoins, on joue cette partie-là et pas une autre. Donc c'est avant tout cette posture-là que je veux rappeler, et c'est ça que tient le CBIOS comme posture et tous les partenaires, dont L'Oréal, dont bien d'autres. L'Institut des futurs souhaitables pour lequel je travaille, qui se veut une école de la réinvention, est aussi un des membres fondateurs du CBIOS. Donc on travaille en écosystème, et puisqu'on parlait des milieux marins, il y a 13 prix Nobel au minimum qui viennent de l'étude des milieux marins, des modèles marins. Que ça soit sur la compréhension du fonctionnement des neurones avec les calamars ou des molécules chez la limace de mer, par exemple, anti-cancer, etc., etc. Et puis, quand on s'intéresse au biomimétisme ou à la bio-inspiration, il y a plusieurs niveaux où on peut observer.
la forme, que ce soit la mégastructure, comme par exemple la forme d'un arbre. À quel type de contrainte de l'évolution ça répond, la forme d'un arbre, en termes de captation évidemment de la lumière, mais pas que, en termes également de résistance à différentes pressions qui viennent comme les vents ou de l'ancrage dans différents substrats. Comment un arbre est capable aussi, en fonction de l'endroit où il est, est-ce qu'il est en lisière ou est-ce qu'il est au centre, la même espèce, ça ne va pas être exactement la même forme. Et comment finalement il y a une adaptation, y compris d'un individu particulier, aux contraintes de son milieu. Et cette capacité d'évoluer, éventuellement, si le milieu change. Et bien sûr, si on regarde l'évolution, 3,8 milliards d'années d'évolution du vivant. S'il n'y a pas des choses qu'on peut apprendre de ça, en termes de soutenabilité, durabilité, entre guillemets, il y a quand même des modèles intéressants. On parlait des arbres, les requins, etc., des millions d'années. Nous, Homo sapiens sapiens, c'est 300 000 ans. On peut apprendre aussi la structure des matériaux. Et donc là, on est dans la nanostructure potentiellement. On peut vraiment descendre à des échelles avec des propriétés comme l'auto-nettoyage, la feuille de lotus, etc. Et puis on peut apprendre des processus de fonctionnement. Comment un bond de poisson est capable de se synchroniser. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre comme règle pour favoriser l'intelligence collective, mais dirigée dans une direction humaniste quand même. Parce que sinon, même un groupe terroriste peut apprendre des choses intéressantes du fonctionnement d'un bond de poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne jamais perdre quand même ce cap humaniste et d'éco-conception pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis, on peut aussi apprendre du fonctionnement de la photosynthèse. Comment transformer nos panneaux solaires haute pression, haute température, avec souvent des solvants toxiques dans le procédé industriel, pour retourner à une industrie du vivant qui est basée sur l'eau, sur des conditions douces, pression et température douce, et sur quand même des déchets qui deviennent ressources. Alors, on s'est autoproclamé Homo sapiens sapiens, doublement intelligent, on devrait être capable de faire la même chose qu'une éponge, qui est capable de faire du verre, un squelette de verre, dans de l'eau à température ambiante, 2 degrés Celsius. Nous, c'est 1200, 1300 degrés Celsius. Et ça existe, hein, ça a été fait. Procédé Sol-Gel, Jacques Livage, Clément Sanchez, Collège de France. On n'est pas capable de faire des doubles vitrages, mais on est capable de passer de la civilisation du feu et de la haute pression à la production dans l'eau. Le vivant génère des infrastructures, comme nous les humains. Mais ces infrastructures, comme un arbre ou un récif de corail, sont fixateurs de carbone. Donc, recarbonons l'économie, mais comme le vivant. Je pense que ça peut être le des tas mot de d'autres la exemples, fin, mais je m'arrêterai là. Merci Tariq, c'est vrai que ça a un certain sel à la façon dont vous avez formulé votre point final. Du coup, voilà, pour conclure, parce que je vois qu'il reste que 3 minutes, donc je pense que malheureusement on n'aura pas le temps d'échanger, mais on reste à votre disposition, bien sûr, sur le salon ou individuellement pour poursuivre l'échange. Je laisserai du coup le mot de la fin à Nicolas, pour qu'il nous parle effectivement, au-delà de ce qu'on a compris, l'innovation scientifique, organisationnelle dont on a parlé, cette innovation culturelle qui est nécessaire pour réussir la transition, qui est le thème de cette année, encore une fois, et qui est le cœur de ce que fait Kinomé et de votre parcours, Nicolas. Merci. Alors, pour essayer d'être bref sur un sujet qui pourrait nous prendre le reste de la journée, tout ce qu'on a dit, c'est éminemment nécessaire, mais ça ne sera pas suffisant. En fait, on est tellement nombreux et notre modèle aujourd'hui est tellement toxique pour le reste du vivant que c'est le rapport au vivant qui doit évoluer si on veut arrêter l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. Et donc, c'est éminemment culturel. C'est notre représentation des choses qui est en train de changer et qui doit accélérer dans son changement. Je vous partage deux pistes. Et ce que je vous dis, c'est pas pessimiste, parce que la culture, ça peut changer rapidement. On l'a vu dans l'histoire humaine. Premièrement, juste redire ce qu'a dit Tariq, nous sommes l'environnement. Nous ne pouvons pas rester en dehors du vivant, en fait. Nous sommes le vivant. Il y a plus de cellules vivantes dans mon intestin, sur ma peau, sur mon nez, etc., sur mon corps et dans mon corps, que mes propres cellules. Et pareil pour vous. Donc nous sommes l'environnement de quelqu'un d'autre, comme l'environnement est notre environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Premièrement. Et donc si l'environnement disparaît, nous aussi. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose, c'est quand on a touché les sujets sociétaux et sociaux. C'est le cœur. À 8 milliards, et a fortiori à 9, il n'y a pas d'impact environnemental pérenne sans impact social. Ça n'existera pas. On ne fera pas changer les gens autrement qu'en leur donnant une incitation, en leur donnant un intérêt à le faire. On l'a vu à l'inverse avec les gilets jaunes, mais on le voit très bien quand je demande à des étudiants « Est-ce que tu fais du covoiturage ?» Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est pour le climat? Non. C'est parce que c'est moins cher, je pars plus souvent en vacances et je rencontre des gens sympas. Ça marche. Et donc nous avons besoin, dans tout ce que nous faisons, de nous soucier, en commençant par les plus fragiles, de ce que les autres, et en masse, vont trouver comme avantage en allant chercher du biomimétisme, en allant chercher du biosourcé, en changeant.
Et cette ingénierie du leadership éthique dont je vous parlais tout à l'heure, elle sert à ça. Parce que nous avons tous les mêmes besoins, nos besoins fondamentaux, ils sont universels. Et comme ils sont universels, ils sont les mêmes chez L'Oréal que chez Greenflex, que chez vous tous. Et du coup, il y a un terrain commun. On a tous besoin de santé, d'équilibre, de sécurité, d'inclusion, de respect, d'accès à la connaissance et de réalisation de soi, de sens. Concrètement, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, chez Kinomé? De l'éducation. C'est pour ça qu'on fait de l'éducation aussi. Donc on amène 30 000 enfants depuis 10 ans, restaurer des forêts qui ont brûlé, qui sont victimes de maladies, du changement climatique, etc. Pourquoi? Pas seulement pour planter des arbres, pour qu'elles sachent et qu'ils sachent qu'ils peuvent agir tout de suite. Nous avons besoin de tout le monde. Quand j'ai commencé il y a 18 ans, il y avait 1,7 milliard personnes en moins. Il y a 1,7 milliard jeunes, embarquons-les. Et de la même façon, on a créé une équipe dédiée pour accompagner les coopératives dans les projets comme celui dont Olivier parlait pour le riz, pour renforcer le capital humain des coopératives. Vous pouvez mettre toute la science et la finance que vous voulez dans une coopérative. Si elle n'a pas un bon fonctionnement avec ses membres, ça ne servira à rien. Et donc et ça sera ma conclusion, dans l'holobionte, c'est l'ensemble des relations de symbiose entre les différents organismes vivants, donc dans notre capacité à tous travailler ensemble pour le bien du commun, que la solution trouvera toutes ces illustrations qu'on a vues aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Merci donc chers intervenants, merci aussi cher auditoire. Voilà, on espère que ces échanges vous ont inspiré, intéressé et qu'on a un peu mieux compris collectivement du coup ce qu'est le vivant et la richesse que le vivant a pour nos modèles économiques et qu'on repart plein d'idées pour retisser les liens avec le vivant qu'on a un petit peu abîmé mais qu'on peut aussi régénérer. Merci à tous.